m'a amené à connaître un peu parfaitement le fonctionnement à la fois des rivières et des zones humides en général. Et puis on s'est rendu compte depuis 2 ans qu'existe le BNF Home Couture, enfin, qui concerne donc le nord-ouest du département, qu'à chaque fois qu'on parlait de choses qui me paraissaient pour moi assez basiques, qui était le fonctionnement des rivières, ce qui caractérise un cours d'eau, en fin de compte, c'était pas toujours acquis. Alors bon, là je vais être concis, hein, puisque le temps est compté. On va aller sur les généralités, mais je vais vous expliquer ce qui caractérise un cours d'eau et comment ça fonctionne. Donc c'est un milieu d'abord qui est très particulier, un cours d'eau. C'est vivant, c'est mouvant. Au cours de l'année ou au cours des décennies ou des siècles, ça bouge, ça se déplace, ça change de caractère et de niveau. Mais c'est aussi extrêmement particulier parce que, vous le verrez au cours de l'exposé, c'est complexe. Ça regroupe des milieux différents, c'est pas simplement un fil d'eau. Et puis c'est extrêmement fragile. Je ne sais pas si ce côté fragile, on aura le temps vraiment de l'approfondir, c'est le cas de le dire. Alors, un cours d'eau, c'est d'abord un bassin versant. Un bassin versant, c'est une zone géographique plus ou moins large, où une goutte d'eau, des précipitations qui tombent, les lignes de pente principale ou forte pente s'expriment, et un cours d'eau, c'est le collecteur d'un bassin versant. Il faut comprendre que donc, quelle que soit l'importance du cours d'eau, c'est lié à une géographie physique. Donc vous avez ce bassin versant qui est en gros un espèce d'entonnoir, entre guillemets, hein, coupé en travers, à ciel ouvert, où l'eau migre naturellement. Il y a une partie qui s'infiltre, mais il y a une partie qui dévale, qui roule, et ça alimente le cours d'eau, le petit ruisseau ou la petite rivière. Et après, on va rentrer dans les notions. Alors là, la pub militante me gêne. La notion de base, c'est le lit d'une rivière. Et le lit d'une rivière, il n'est pas unique, malgré ce qu'on peut croire. C'est ce qu'on appelle un lit à emboîtement. C'est-à-dire que vous avez le lit mineur, où l'eau circule les 3/4 de l'année, voire toute l'année, pendant plusieurs années. Et puis le lit majeur, qui est la zone géographique où, quand le cours d'eau déborde, il peut s'étaler. Donc là aussi, c'est la géographie physique qui s'exprime, c'est-à-dire que vous avez effectivement ici, bon, alors c'est pas une rivière, on a l'immense honneur dans le département d'avoir un fleuve, la Charente. Ben, vous avez le lit mineur qui est 10 mètres derrière nous, et le lit majeur, ben, on est dedans. Ce qui explique que les camarades ici démontent la structure, puisqu'on espère tous les hivers quand même avoir un minimum de débord. Ça fait partie de la vie propre d'un cours d'eau. Une rivière devrait pouvoir déborder régulièrement, d'une façon plus ou moins importante, mais régulièrement. Donc ça, cette notion est importante, c'est ce qu'on appelle donc le lit à emboîtement, le lit mineur et le lit majeur. Et quel que soit le type de cours d'eau et son importance, ce cours d'eau va s'appuyer sur une couche géologique plus ou moins profonde qui est imperméable. Qui va permettre effectivement du fonctionnement global de l'entité. Alors chez nous, ici, la géologie est très particulière. On est sur un empilement, une succession de couches de zones, enfin c'est essentiellement des terres très calcaires, hein, chez nous, vous le savez. Et vous avez un espèce de millefeuille entre ces roches sédimentaires calcaires et des couches de marne. Chez nous, on n'a pas d'argile du tout. Ce sont un feuilletage de marne qui s'appuie sur un socle de très vieux massif hercynien, mais qui est très très profond. Ça peut être plusieurs dizaines de mètres, voire plusieurs centaines de mètres chez nous. On est sur des terrains très particuliers, mais il faut avoir en mémoire que vous avez une couche qui est là imperméable et qui permet le fonctionnement du cours. Et en fond de lit, vous allez avoir différents éléments minéraux, systématiquement, quel que soit le type de la rivière, des rochers, des roches plus ou moins importantes, de plus en plus petites, des pierres, des graviers, des sables, jusqu'à des éléments extrêmement fins qui constituent ce qu'on appelle quelquefois, quand on est dans l'eau, on dit la base, et qui, quand ça déborde, on appelle ça le limon qui se dépose, ce qui est un mélange à ce moment-là, à la fois d'éléments minéraux extrêmement fins, de l'ordre du micron, voire moins,
et des éléments aussi de décomposition des végétaux qui auront été véhiculés ou qui sont en berge. Donc il faut savoir que même si par exemple ici, si vous essayez de traverser la Charente, vous allez marcher dans la vase, en dessous vous avez de toute façon un substrat de minéraux de différentes tailles. Ça c'est extrêmement important. Alors vous avez bien sûr une lame d'eau, on reviendra là-dessus, qui va au cours de l'année évoluer, yoyoter. Alors bon, le fleuve Charente n'est pas un très bon exemple parce que c'est ce qu'on appelle un cours d'eau à niveau constant parce qu'il y a des systèmes d'écluses, de barrages à clapets et de moulins. Pratiquement, on peut considérer qu'il y a pratiquement sur le cours en moyenne, c'est pas toujours évident, pratiquement un moulin par kilomètre ou kilomètre et demi sur la Charente, ce qui fait qu'il y a très peu de différence de niveau de ce qu'on appelle le marnage. Mais vous avez donc une lame d'eau sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Et vous allez avoir, après ces éléments minéraux, en pied de berge. Alors je change de couleur, vous avez vu, je suis un artiste. Et en plus, j'utilise des moyens qui n'existent plus. J'utilise pas l'électricité, moi c'est tout à la main. Vous allez avoir une frange de végétaux qu'on va trouver en pied de berge, qu'on appelle les élophytes. Alors, bon, suivant le type de rivière et les caractéristiques physico-chimiques aussi du milieu et de la rivière, vont représenter différentes essences. Il y en a une qui est emblématique, c'est les iris d'eau qu'on voit au printemps avec des très belles fleurs jaunes. Mais vous pouvez avoir des lèches, des phragmites, des rosomacètes qui se développent. Vous avez toujours un cordon de végétation sur la zone de liaison avec le pied de berge. Après, on a la berge proprement dit, qui est plus ou moins pentue, plus ou moins haute, suivant le type de cours d'eau, les débits qu'il véhicule et surtout les caractéristiques géologiques et pédologiques, c'est ce qu'on pourrait dire, du secteur. Et là, sur cette zone-là de liaison, on a peu de végétation, on a un peu d'herbacées, quelques semis-ligneux, c'est-à-dire ces herbes un petit peu ont un fort développement, qui sont annuelles mais qui ont des tiges assez fortes, qui font un habillage. Mais vous avez effectivement une petite zone là, avec une végétation un peu, vous trouvez des ronciers aussi, quelquefois, même assez souvent. C'est une zone de liaison. Et on arrive après sur la berge proprement dite de la rivière, qui est là assez fondamentale. Je vais vous expliquer pourquoi. On va trouver à la fois des buissons, des semi-ligneux un petit peu, et des arbres de Auget qui sont là, et qui vont rester, qui constituent un élément qui a une appellation très claire, qui s'appelle la répicive. Répicive qui veut dire forêt de berge, c'est les deux termes latins à coller. Cette zone-là est fondamentale pour la vie d'une rivière. Sans répicilve, vous avez un égout à ciel ouvert, vous appelez ça comme vous voulez, enfin égout est peut-être un terme, mais vous avez un caniveau, un minimum. Égout, ça dépend s'il y a des saloperies qui se déversent dedans, malheureusement il y a de plus en plus de chances qu'il y ait des saloperies. Donc cette zone de répicilve est fondamentale pour différentes raisons. 3 enjeux. Le premier est mécanique. C'est que là va se développer tout un réseau de systèmes racinaires qui vont stabiliser cette zone. Et pour certaines essences qui sont emblématiques de ces milieux-là, je parlais des aulnes, ce qu'on appelle les verres en Charente, et toutes les différentes espèces de saules, le système racinaire est inféodé à la rivière, c'est-à-dire ils vont exclusivement se développer pour aller chercher l'eau. Donc ils vont habiller ici d'un treillis très tenu de racines. Et c'est ça qui tient les berges des rivières. Toutes les essences que vous avez derrière, qu'on peut voir ici, on voit essentiellement des frênes. Alors je ne vais pas parler des peupliers qui sont une vraie catastrophe sur les bords de rivière. Ça ne devrait pas exister. Si vous pouvez avoir une influence sur ce dossier, essayez de persuader les gens de ne pas mettre de peupliers en bord de rivière. Parce que c'est ce qui tombe au premier coup de vent, et un peuplier de culture qui tombe, c'est 50 mètres carrés qui se lève comme une crête. Donc là, on va trouver donc un milieu extrêmement riche, varié, avec plein d'essences diverses, parce que vous allez trouver donc des frênes en plus des aulnes et des saules. Vous allez trouver, suivant le type de terrain, vous allez trouver des chênes, des ormes champêtres, des érables aussi. Alors les ormes, il n'y en a plus beaucoup, d'Ontac, mais c'est encore en bord de rivière que vous trouvez les quelques sujets résistants.
Vous allez aussi trouver sur cette bande de répisylves très riche, de plus en plus maintenant, des essences de parc. Ça, c'est le fonctionnement des cohortes d'animaux et d'oiseaux qui amènent des graines. On trouve régulièrement maintenant, de ci, de là, un tilleul, un noyer, un marronnier d'Inde, un érable plane. Tout ça, c'est vraiment des espèces qui sont issues de ce qu'on appelle les parcs et jardins. Ça, c'est véhiculé par la faune qui transporte ces graines et qui les décide. Alors cette répisylve, donc je viens d'expliquer que ça a un rôle majeur, c'est la tenue de la berge, donc le calibrage de la rivière et son fonctionnement un peu normal. Ça a bien sûr d'autres avantages, ça fait comme n'importe quelle haie, un effet brise-vent qui permet de protéger la lame d'eau des vents trop puissants et des courants d'air. Ça fait un ombrage porté, ce qui n'est pas négligeable, parce que bon, sur un fleuve comme la Charente, si vous n'avez pas d'ombrage en périphérie, toute la zone est exposée aux radiations, ça pose des soucis multiples, non seulement pour les espèces qui vivent dans le milieu aquatique, mais aussi sur la qualité de l'eau, parce que le rayonnement favorise le développement de pas mal de microalgues et de cyanobactéries. Il n'y a pas que dans les eaux closes, il ne faut pas le croire. C'est effectivement dans nos profils lents, enfin ce qu'on appelle lentiques, là, très lents, il y a aussi des cyanobactéries qui peuvent se développer. Après, c'est un rôle fondamental, c'est sur la filtration, notamment en zone de grande culture, parce que si effectivement, à proximité, ce qui est le cas d'une façon quasi générale, en tout cas dans nos secteurs, vous allez avoir des grandes cultures. Alors, ça peut être du tournesol, ça peut être du maïs, ça peut être du colza. Bon, tout ça sont des, j'oserais dire, à 90%, c'est pas la surface de l'agriculture bio, des spécialistes qui vous diraient le pourcentage mais précis. Mais bon, tout ça, ça subit des apports d'intrants, d'engrais minéraux ou de pesticides. Et effectivement, cette zone tampon permet alors de récupérer une grande partie des nitrates qui sont lessivés très facilement, mais aussi de limiter en tout cas la migration de ces polluants potentiels quand ils sont en surdosage. Bon, alors sur les pesticides, c'est compliqué parce que souvent les molécules sont détruites au niveau du sol et c'est des électrolytes dont il n'y a pas beaucoup d'études très fines sur la migration. Donc bon, l'efficacité là sur les pesticides, je serais moins pertinent, mais sur le lessivage des engrais, c'est évident que la captation de ces répisylves va être très importante. Et puis dernier point, c'est que dans nos secteurs, l'agriculture intensive a fait largement sa place, voire trop largement, voire vraiment trop largement. Quand on a la chance d'avoir une répisylve installée, alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'une répisylve efficace et pertinente, moins de 10 mètres, franchement, ça ne sert à rien. Alors ça pose un vrai souci, c'est que dans le département, on ne va pas trouver facilement une bande de 10 mètres avec une végétation diverse, des herbacées, des semi-ligneux, des arbustes et des grands sujets. Mais il faudrait ça pour qu'il y ait un équilibre et que l'efficacité de la répisylve permette le très bon fonctionnement du cours. Donc quand on a la chance d'avoir une répisylve assez large, mettons déjà de plusieurs mètres, et bien on va se retrouver avec un lieu d'accueil pour toute une variété de faune, des insectes multiples bien évidemment, des oiseaux divers et variés, même des petits mammifères particuliers, je pense notamment aux visons d'Europe. Si vous n'avez pas ce corridor de végétation, les visons, alors ici c'est capable de descendre dans l'eau, un vison, c'est pas un problème, mais son milieu, c'est cette zone de tampon caractéristique. Donc cette répisylve là, c'est fondamental. Il faudra effectivement une prise de conscience générale, notamment des décideurs ou des organismes qui permettent de financer, je ne sais pas, des plantations de haies ou les organismes forestiers, devraient investir fortement là-dedans. Alors c'est pas dans un but de faire de la production à terme de bois d'œuvre, là, c'est sur la biodiversité. Et je pense que c'est un élément qui est complètement négligé aujourd'hui. Je vois planter beaucoup de haies. Moi, les haies que je vois planter, pour moi, elles ne servent à rien. Si, elles redéfinissent un parcellaire. Mais une bonne haie, c'est une certaine largeur et c'est aussi un profil
de fossé, ça doit s'appuyer à une ligne de pente, ça doit avoir une vraie efficacité. C'est pas du cosmétique une ER. Ça devrait être... Bon alors je déborde un peu de mon champ de compétences. Combien de l'argent? Pardon? Combien de l'argent? Une haie, ah ben, une haie de bocage, enfin, c'est à minima 2,50 m, 3 mètres. C'est une forme de fossé, un petit tas d'eau, la terre qui a été mise là, et vous avez une première ligne de plantation là-dessus, et puis souvent c'est des haies qui étaient doubles ou triples. Et c'est là où vous avez une capacité de récupérer l'eau des égouts des terres pour venir au puits, ça s'infiltre gentiment, le système racinaire en profite pour se développer. Et après, l'été, c'est l'inverse. Ces systèmes racinaires font monter par capillarité dans les sols de l'humidité. Ça évite les stress hydriques de surface. Bon, donc je reviens à mon... Je m'excuse, je me suis un peu égaré, mais il faut me jeter des pierres ou du sable. Alors c'est ça, j'allais te dire qu'il est 14h26. Bon, je me donne 5 minutes pour finir, parce qu'il y a une chose... pas qu'il y ait de questions. Ben, je ne sais pas s'il y aura des questions, mais en tout cas, il y a une chose que je n'ai pas matérialisée, c'est l'eau, bien évidemment. Et l'eau, c'est un lieu d'accueil, bon, donc le milieu aquatique, c'est un lieu d'accueil très particulier. Vous allez avoir là-dedans des espèces bien sûr de poissons, mais vous allez avoir des mollusques, des batraciens, toute une variété d'insectes spécifiques. Enfin, bon, alors les familles de libellules par exemple, mais bien d'autres. Hein. Vous allez avoir les ditiques qui nagent là-dedans. Enfin, c'est un milieu extrêmement particulier, hein. Donc milieu d'accueil. Et ce qui fait qu'en final, quand on regarde ce que c'est qu'un cours d'eau en bon état, alors normalement il faudrait du rouge, mais ici il est là. Une rivière en bonne santé, c'est à la fois un milieu purement aquatique, la rivière en tant que telle, avec ce que ça véhicule, la vie qu'il y a là-dedans, comment dire, l'intérêt que ça peut avoir immédiat en tant que milieu aquatique, mais c'est également un milieu forestier, de cette ripisylve dont j'ai largement parlé. Ce qui fait qu'on l'ensemble structure ce qu'on appelle une biocénose, c'est-à-dire un ensemble de végétaux et d'animaux extrêmement complexes, complémentaires et riches. Aujourd'hui, en France, dans les zones de grande culture, 85% à minima de la biodiversité se trouve ici, dans cet ensemble, rivières, ripisylves et tout ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des enjeux. Hein. On parle pas de, c'est pas de la rigolade. Hein. C'est que notre biodiversité n'est plus que dans ces corridors très particuliers. Donc il faut effectivement prendre conscience de ça. Bon, pour finir, il y a un élément qu'on n'a pas abordé et qui est extrêmement important, puisque je pense que dans les intervenants derrière, ils vont en être question à un moment. C'est une rivière, c'est un fil d'eau, mais c'est une nappe d'accompagnement. Chez nous, la nappe d'accompagnement, c'est simplement des niveaux de sol saturés en eau qui sont en liaison directe, en permanence avec la rivière, dans ce sens-là. Ça peut être la rivière qui alimente ces aquifères superficiels ou l'inverse, mais l'équilibre est parfait. Cette notion-là, il faut bien l'avoir. Quand on entend des élus ou des pseudo-spécialistes, on a l'impression que les nappes d'accompagnement, c'est des bonbonnes d'eau qu'on a sous le sol, sous les pieds. Ce n'est pas ça. C'est les sols chez nous, ces sols sédimentaires qui se chargent au fil du temps quand il y a des précipitations et qui sont un stock extrêmement important. Ces aquifères de surface sont d'une capacité de stockage d'eau sur des volumes faramineux. Mais ils sont effectivement soumis aux contraintes du milieu. C'est-à-dire que quand vous voyez une rivière qui yoyote, je m'excuse du terme, mais qui baisse, la nappe d'accompagnement aussi elle va baisser. Quand vous avez la rivière qui est rendue là, ben la nappe elle est ici, quoi. Et quand vous voyez une rivière secondaire qui n'a plus d'eau, ben la nappe elle est en dessous du lit de la rivière. Donc ces notions-là de milieu à la fois visuel entre la rivière, la ripisylve et la partie souterraine représentée par la nappe d'accompagnement, c'est un tout. Une rivière, c'est ça. Une rivière ou un cours d'eau, j'ai tendance à dire rivière, je ne veux pas insulter le fleuve. C'est la même chose pour le fleuve, c'est un tout. On ne peut pas
traiter un des aspects en négligeant les deux autres. C'est non seulement c'est une incongruité, mais je vais être poli, c'est une absurdité intellectuelle. Alors après, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont éloignés petit à petit du milieu rural, des usages habituels et traditionnels, parce que les cours d'eau chez nous avaient une fonction. C'était un véhicule pour du transport de marchandises ou des choses comme ça. L'intérêt de pouvoir effectivement irriguer, l'irrigation est indispensable. Il y a des volumes d'eau à utiliser. Mais l'impact, notamment la réflexion sur la biodiversité, je pense est souvent négligé aujourd'hui. Bon, je vais faire court parce que d'habitude, il faut me jeter des pierres et ça peut durer 1h30. Donc j'ai condensé, il y a plein d'éléments que je n'ai pas abordés, notamment qui me tiennent très à cœur puisque ça a été le fond de mon métier. Tout ce qui est l'impact de l'homme sur la dégradation du milieu et les conséquences dramatiques que ça peut avoir. Les travaux d'aménagement des années 50, 60, 70 ont été dramatiques. Là, vous avez à 200 mètres le confluent avec le nez. Le bassin du nez est un bassin complètement ravagé, au même titre que l'Aume Couture, que nous on connaît très bien dans le nord du département. Ça a été artificialisé par la main de l'homme. C'était des zones semi-humides en permanence sur toute les fonds de vallée. Ça a été artificialisé pour installer la grande culture et aujourd'hui c'est des stress hydriques permanents, c'est des manques d'eau et en plus les solutions qu'on nous propose pour l'instant sont à l'encontre des objectifs pertinents. Donc voilà. Bon, je m'arrête là parce que... Il faudra qu'on dise quelque chose aussi après. Voilà. Donc je m'excuse. Petit ajout, moi je suis au bord de l'antenne, j'ai découvert grâce à l'antenne et à la réticile, non seulement la faune, mais c'est difficile à voir, mais surtout la fleur de rive. Absolument. La fleur de rive tout à fait étonnante, qui est là, les xylopodes, les angéliques. Ben, qui sont en plus très spécifiques à ça, quoi. Hein. Donc là, parce que quand on parle de biodiversité, on pense vite effectivement plutôt aux animaux, à la faune, mais il y a une flore emblématique, hein, tout à fait. Ah ouais. Non, mais c'est... Bon, enfin... bon, d'habitude, il me faut 1h30 pour dérouler le truc, donc là, Là, du coup, on va peut-être vous proposer de poser quelques questions avant que... Non, mais c'est pas la peine, la me relancez pas, hein, parce que les autres vont être malheureux. Si, quelques questions, allez, quelques questions. Ça vous brûle les lèvres. Oui, allez-y, monsieur. Donc vous dites que dans cet espace, c'est 80-85% de la biodiversité. Oui, si ce de nos n'est territoires. plus. Donc c'est une prise de conscience qu'il faudra avoir, parce que moi j'habite au bord d'un petit cours d'eau, donc qui a été recalibré dans les années 70. Oui, donc dans les années 70, régulièrement à sec, et il faut bien prendre conscience qu'en 2 heures d'assec, il y a les 3/4 de ces 85% de vie aquatique qui meurent. Oui, qui sont impactés, donc qui vraiment, peuvent migrer ailleurs ou qui disparaissent. Qui disparaissent. C'est ça qu'il faut vraiment avoir. Alors juste cette prise de conscience. Pour faire une dernière petite intervention, pour repréciser les choses, ce cordon de récipicile en France métropolitaine, hein, parce que je ne parle pas des territoires d'outre-mer, et notamment de la Guyane où il y a des forêts primaires, enfin qualifiées de primaires, bon, le débat est compliqué, mais en France, ces corridors de répiscile, on en trouve sur les piémonts des massifs, notamment dans les Vosges, et les piémonts de certaines rivières, enfin du massif pyrénéen. C'est les seuls endroits en France où on trouve des traces de forêt climax. Les forêts climax, c'est la forêt originelle du secteur, avec les espèces emblématiques du territoire, hein, qui correspondent à la géologie, au caractère, aux contraintes météo et tout ça. C'est les seuls endroits en France, c'est dans des cordons de répiscile. Tout le reste, toutes les forêts qu'on a en France, la preuve, on a des spécialistes qui se battent pour sanctuariser une grande zone, pour recréer une forêt primaire à terme que nous ne verrons jamais, mais s'il y a des générations un jour qui nous poursuivent, ils pourront peut-être. Mais aujourd'hui, c'est des bribes, hein, c'est quelques centaines de mètres sur certains zones de piémont, quoi, quand les torrents commencent à s'assagir et tout ça. Et c'est les seuls endroits où on a les forêts primaires existantes. Nous, on peut appeler tout le monde, on voit autour de chez soi des gens en train de détruire la répiscile, de réagir tout de suite aux élus et à la presse. Absolument. C'est indispensable. Et non seulement réagir, mais même revendiquer le fait qu'il faut reconstituer ça d'une façon pertinente. Il y a eu un loupé énorme quand les bandes enherbées ont été créées dans le département. Déjà, on n'a pas pu obtenir 10 mètres, il y a eu des négociations, enfin, il y a
beaucoup d'endroits c'est que c'est 1 mètre, mais il n'aurait pas fallu que ce soit des bandes enherbées. L'efficacité, c'est une répicile dense, variée, quoi, et riche. Voilà. Oui. Pardon. Comment on travaille là-dessus, justement, comme il faut conscientiser les acteurs locaux, les élus locaux, etc. Il faut être plus poli que moi déjà, parce que moi quand je les rencontre, je ne suis pas très poli, parce qu'au bout de 5 minutes, je me suis un peu emballé. Mais là, c'est les grandes lignes, quoi. Mais c'est le principal, c'est ce qu'il faut leur dire, que les enjeux, parce que bon... Là, on est... Alors là, on est en permanence les bords de berge, sauf sur le fleuve Charente, la partie domaniale, où il y a d'un côté une desserte, un ancien chemin de halage, enfin bon, maintenant avec une servitude, 90%, enfin 95% du réseau de voies d'eau en France, de rivières, c'est en domaine privé, quoi, hein. Donc les gens, effectivement, il faut refaire un travail d'éducation populaire, que les gens se rendent compte que le bon sens, dans le temps quand on avait de l'élevage en bordure des cours d'eau, on gardait toujours un minima, même s'il n'y avait pas 10 mètres, mais il y avait une haie parce que ça donnait de l'ombrage, même on pouvait récolter des branches dans le débourrement des feuilles, c'est très appétant pour les animaux et tout. Donc, et concrètement, vous allez à la mairie, vous regardez le cadastre, vous aurez le nom du propriétaire. Et après, vous pouvez rencontrer le propriétaire. C'est ce qu'on fait, nous, dans la RNP. Alors comme ça, on peut... Et puis phylloxéra à ceux qui détruisaient la répicile. Et après, on peut se fâcher avec tous ses voisins. C'est l'avantage. Non, mais nous, on aime ça. Nous, on n'a pas peur de se fâcher, c'est l'avantage. Non, mais je pense que c'est des notions qui devraient revenir au sein des cursus scolaires, dès l'école primaire, dès qu'il y a un peu de compréhension. Parce que parler de biodiversité, puis citer des trucs qui sont totalement exogènes, ou très loin, ou pas... Enfin, c'est là, on a tous un ruisseau, au pire, dans le département, quand on fait 3 km, on a un bout de ruisseau. Qui est souvent à sec, c'est une catastrophe. Mais un ruisseau, s'il est à sec, il faut savoir qu'avant, s'il a cette forme de ruisseau, c'est qu'il y a eu de l'eau. Donc déjà, ça pose la question, effectivement, de la ressource, de comment ça... Et si on ne remet pas en musique cette biocénose, comme j'ai défini, eh ben, je pense qu'on n'ira pas vers des solutions. On va sur des propositions techniques, mais on ne va pas sur des solutions. Sûrement pas. Une dernière question avant de Ah passer. ben non, mais vous allez jamais pouvoir. Juste. Les lasers avec les pêcheurs. Alors bon, là, Ah ben voilà, une question pour toi. moi, je suis pêcheur amateur, je suis un petit pêcheur, mais parce que j'ai été élevé comme ça, dans cette ambiance de campagne et tout. Le milieu de la pêche est très sensible à ça. Alors bon, peut-être ça manque de prise de position quelquefois par les dirigeants ou les présidents des fédérations, peut-être même chez nous. Ça manque un peu de niaque pour... mais d'abord, il faut savoir que le milieu de la pêche s'est beaucoup rajeuni depuis 15-20 ans. Il y a beaucoup de très jeunes pêcheurs, des gens, quelques vieux pêcheurs, des gens adultes, mais il y a beaucoup de jeunes pêcheurs qui sont en plus pas des consommateurs de poissons. Bon, alors c'est une passion, il faut avoir ce débat philosophique, prendre du poisson avec un hameçon, mais ils remettent à l'eau, c'est pas... donc ils sont conscients, oui voilà, ce qu'on appelle en termes anglais le no-kill. Ils sont tout à fait conscients que le milieu est en danger. Hein. Et on peut citer, il y a d'autres départements où il y a des mobilisations fortes, où les fédérations de pêche ont franchi le pas, se sont engagées auprès des environnementalistes et des mouvements en se disant on s'oppose à tel dispositif et tout ça. Bon, en Charente, on aimerait bien que ça bascule. Personnellement, enfin, nous, plusieurs, on les a rencontrés, on n'arrive pas à faire franchir le pas. Mais la prise de conscience est là, quoi. En tout cas, ceux qui prennent les cartes de pêche, à 80% sont conscients que ce milieu est extrêmement fragile, ils sont passionnés par ça, et ils savent très bien que si ça se dégrade, eux, ils ne pourront pas assouvir leur plaisir, quoi. Hein. Bon, après, il va y avoir le débat sur ce qu'est la chasse, la pêche, tout ça, c'est autre chose. Allez, du coup, merci. Avant que Claude Gazet intervienne, s'il y en a qui veulent revenir plus à l'ombre, il y a un peu de place ici si vous voulez vous installer plus à l'ombre, parce que je vois qu'il y a des gens un peu au soleil. On peut en profiter entre deux pour se réorganiser.